Merci à toutes. Je voulais simplement rappeler aux participants sur Zoom de ne pas hésiter à partager leurs questions par le chat. Mais pour commencer, je voulais vous demander, bon, nous avons vu qu'il y a des débats sur les différents types de différences de genre qui peuvent exister biologiquement dans le cerveau, mais également dans les comportements sociaux. Donc ce n'est pas juste une question de différence et d'amplitude de différence, de savoir s'il peut y avoir un petit avantage pour les femmes, mais également une question de variance et de distribution. Et de l'étude de Camille, nous avons vu qu'il y a beaucoup de chevauchements entre ce que l'on peut prendre comme facteur biologique et psychologique, mais ce qui est assez compliqué à évaluer, selon moi, c'est la force de l'effet du contexte social sur ces comportements que l'on finit par voir chez les individus. Donc, ma question est, comment appréciez-vous la taille de l'impact du contexte social par rapport aux caractéristiques biologiques, physiologiques, etc. Si l'une ou l'autre d'entre vous souhaite répondre. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le même piège en disant soit c'est biologique, soit c'est lié aux organisations. Et je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui démontrent l'impact d'une culture sur la biologie. La biologie évolue et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas consacrer trop de temps à parler du fait que la recherche démontre des différences au niveau du cerveau, parce que le cerveau va évoluer d'un jour à l'autre, si vous voulez. Et ça, c'est assez compliqué à capturer. La biologie compte pour 2%, le reste, c'est l'acquis. Et je pense qu'il faut que l'on réussisse à s'échapper de ce modèle. Oui, et je voulais répondre parce que je pense que l'une des différences quand on travaille, c'est qu'on travaille les organisations. Donc, on ne regarde pas les moyennes d'une population. Et pour moi, il est très important, dès lors que l'on travaille sur des organisations, on sait qu'il y a déjà eu plusieurs processus de sélection. Donc, on a affaire à des femmes qui ont choisi une carrière, qui ont terminé leur thèse, qui ont déclaré leurs ambitions de faire carrière dans les sciences. C'est peut-être pas la femme moyenne. Mais quand elles arrivent à ces postes, elles sont également sélectionnées pour être des femmes qui sont très motivées pour aller vers des types de carrières qui sont contre les stéréotypes. Donc ce sont des femmes qui ont d'ores et déjà contredit le stéréotype dans une certaine manière et donc méritent d'être traitées de cette manière. Elles ont sans doute euh, surmonté plus d'obstacles. Donc, vous pouvez être certain que s'il y a des membres de minorités dans un contexte, dans une organisation, ce sont des femmes qui ont eu à surmonter beaucoup de problèmes au sein des organisations. Donc, ce sont des femmes qui sont déjà là et qui méritent d'être aidées, de mon point de vue. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'éléments qui prouvent que le cerveau est plastique et peut évoluer en fonction du contexte ou selon les tâches qui sont apprises. Donc, ce que j'essayais de démontrer pendant la présentation, c'est que la, la mesure dans laquelle on a ces facteurs biologiques et, et on ne sait pas si ça explique les différences parce que c'est pas facile à évaluer. Merci. Une question qui a été posée par une personne qui s'est enregistrée pour les ateliers et qui nous posait la question du paradoxe de l'équité de genre. Dans les pays plus égalitaires, vous avez des défenses plus fortes entre les hommes et les femmes. Donc, quel est votre point de vue sur ce sujet? Oui, j'ai un peu abordé la question. En fait, l'hypothèse de base dans ce paradoxe, c'est que dans les pays
plus égalitaires, comme l'Islande, la Scandinavie, vous avez un terrain de jeu d'égalité. Et je pense que le travail dont on parlait démontre que la science et que les entreprises ne sont pas un terrain de jeu égal. Et si on veut dire que, OK, on oublie le fait que les femmes ne peuvent pas être des professionnels en sciences parce qu'elles sont incompétentes, la nouvelle version est de dire elles ne font pas de sciences parce que biologiquement elles ont des différences différentes et c'est là que l'on rentre dans tout l'argument des personnes vis-à-vis des choses. Et c'est un paradoxe qu'il nous faut remettre en question parce qu'on est en train de faire peser la responsabilité sur les femmes parce que c'est elles qui choisissent de ne pas faire de sciences et on ne fait pas poser la responsabilité sur les femmes, sur les sciences et sur la communauté scientifique. Peut-être que je peux ajouter un mot là-dessus. Je pense que ça a également à voir entre ce que l'on appelle le sexisme évident et le sexisme plus subtil. Quand vous allez dans un pays où les femmes ne peuvent conduire, ne peuvent aller à l'école, alors là, le sexisme est évident et il y a quelque chose à combattre. Et les gens sont très motivés pour combattre cela. Mais quand vous vivez dans un pays où les choses semblent être égalitaires, alors il est très facile d'internaliser les choix que l'on fait qui sont modelés par des forces très subtiles. Et bien souvent, les gens ne reconnaissent même pas ces biais implicites en se disant oh ben ça c'est mon choix personnel. Et si vous regardez les personnes qui quittent une entreprise, bien entendu, ces personnes ne vont pas vous dire ouais, je pars parce que je pense que tu ne me prends pas au sérieux ou parce que tu ne tiens pas compte de mes compétences. Donc, ce sont des gens qui vont utiliser une stratégie qui va leur permettre de sauver la face et qui vont dire je m'en vais parce que je veux passer plus de temps avec mes enfants. Mais est-ce que c'est la vraie raison? Ça, on ne le saura jamais. Je pense que certaines études aujourd'hui, alors il y en a beaucoup plus que quelques études, mais beaucoup d'études ont travaillé sur ce paradoxe du genre et ont tendance à étudier certains comportements spécifiques. Et je repense à une étude que j'ai lue récemment sur les performances en mathématiques chez des enfants de 15 ans, un échantillon très représentatif, et essayer de voir s'il y avait une corrélation entre pays développés et performance en mathématiques. Et si c'était toujours vrai. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que si vous contrôlez pour les stéréotypes, vous ne voyez plus ces associations. Alors, on va prendre quelques questions, soit du public, soit de participants sur Zoom. Oui, je commence. J'ai deux questions techniques pour Camille, que je vais fusionner en une seule question. Pour ce qui est des différences de sexe ou de genre que vous constatez, comment sont composées les catégories masculin-féminin? Par genre ou de manière, ou est-ce que vous avez utilisé les chromosomes? Et comment sont traitées les personnes intersexes? Elles représentent 2% de la population. Comment sont-elles prises en compte dans votre étude? On a utilisé des données de la biobanque Royaume-Uni où on a le sexe génétique et le sexe auto-rapporté. Et quand on avait différence entre sexe auto-rapporté et sexe euh, chromosomique, on a utilisé le sexe chromosomique et on a écarté ces individus. Euh, L'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas inclus ces personnes, c'est parce que nous avons besoin d'un grand nombre de participants pour avoir une estimation fiable entre les différences de sexe et nous pensions que nous n'aurions pas suffisamment de personnes, de, pers de personnes dans cet échantillon de très petite taille pour pouvoir évaluer correctement les différences. J'ai une question pour Madame Elmers. Merci pour votre présentation.
Le tableau que vous avez montré à la fin était une représentation très évidente du problème. Et ma question est de savoir, est-ce qu'il n'est pas plus facile pour les organisations de gérer la première partie que la deuxième partie? C'est plus facile de comprendre que si on ouvre son organisation et qu'on met en place des politiques, les choses vont s'améliorer. Mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples pour nous montrer comment une organisation peut célébrer les différences et assurer un suivi et en bout de course apporter des changements? Quelques exemples pratiques pourraient être très utiles. Oui, donc ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques au sein des entreprises qui sont vues comme étant objectives, standards, et quand on creuse un petit peu, on constate qu'il y a toutes sortes de biais dans ces politiques. Donc, par exemple, quand on regarde les prérequis pour le leadership, on dit que le leadership est défini de telle ou telle façon, et vous avez les organisations qui vous disent, oui, mais on veut plus de femmes dans des positions de leadership, mais elles remplissent pas les critères, donc on met des quotas et tout ça agace tout le monde parce que tout le monde dit, oui, mais on a ces femmes et qui ne remplissent pas les critères et ça agace tout le monde. Donc je pense que, en fait, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que leurs critères de leadership sont très biaisés sur le genre. Donc si vous allez sur toutes les étapes et si vous ouvrez les yeux des gens en leur disant, bah écoutez, regardez ce que vous êtes en train de récompenser. Est-ce que c'est véritablement ce que vous voulez ou est-ce que c'est simplement une habitude? Et est-ce que vous constatez que c'est un type de leadership que vous récompensez et que vous ne regardez que tel ou tel groupe d'âge, par exemple, et que si quelqu'un est au-delà de ce groupe d'âge, c'est négatif pour eux. Est-ce que ces personnes peuvent être considérées comme étant un fort potentiel même après un certain âge? Je pense que là, il y a plus d'obstacles, mais je pense que c'est simplement que les gens ne se rendent pas forcément compte combien certaines images peuvent être stéréotypées comme étant masculines. Donc il faut vraiment aller travailler avec les entreprises là-dessus. On les invite à des masterclass, on leur propose d'amener leur politique aux masterclass et de travailler avec nous dans une série de réunions et on essaye de travailler avec ces entreprises et de leur montrer comment elles peuvent avancer. Mais vraiment, ça demande du temps parce que les entreprises ne le voient pas forcément. Et je pense que c'est plus par défaut de compréhension que par défaut de volonté. Oui, moi je travaille avec un groupe de femmes chez Buckingham Finance et on a essayé de voir pourquoi, alors qu'ils invitaient des femmes, ces femmes ne restaient pas. Et on a regardé les comportements au niveau du travail dans une organisation très masculine, comment étaient traitées les erreurs. Dans les organisations principalement masculines, on décrivait cela comme des opportunités d'apprendre. Oui, on fait tous des erreurs, mais c'est quelque chose que l'on peut surmonter. Alors que dans des organisations à prédominance féminine, les erreurs étaient traitées comme un indicateur d'incompétence. Donc, ça revient à ce que je disais sur les expériences positives ou négatives. Vous avez là immédiatement des biais qui amènent les gens à se comporter différemment. Et c'était totalement inconscient. C'était pas, il s'agissait pas de dire il faut dire aux femmes ceci ou cela. C'est quelque chose qui émergeait de manière systématique. Oui, je vais répondre. Non, je vais poser les questions. On a des questions de la part de Marc qui dit, étant donné qu'on ne voit pas une différence majeure du sexe biologique, mais plutôt une influence de l'environnement, est-ce qu'il ne faut pas envisager des changements culturels plus graduels? Ben, on dit qu'on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. Donc oui, les mots quota
sont interprétées différentes par toutes les personnes, et on sait qu'il y a beaucoup de résistance, hein, et plus vous montez, plus il y a de résistance au quota. Mais je préfère parler de chiffres cibles. Donc, compte tenu du nombre de femmes que vous avez à tel niveau dans l'entreprise, quelle serait une ambition réaliste? Et ne vous basez pas sur le fait que vous allez traiter tout le monde de manière juste et équitable. Fixez-vous des objectifs et assurez-vous que vous avez un certain nombre de personnes à telle position, sinon tout le monde va penser que c'est impossible. Je répondrai avec une autre question. Beaucoup de femmes sont agacées d'être considérées comme des, euh, des preuves de diversité. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de minorités résistent aux politiques qui les favorisent parce qu'ils disent, moi je veux qu'on me choisisse pour mes compétences et non pas pour qui je suis. Euh, donc, oui, ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas forcément qu'elles n'ont pas les mêmes opportunités. Après, tout dépend de la manière dont c'est communiqué au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est communiqué comme oui, on soutient les gens ou non, on aide des gens qui ne reçoivent pas suffisamment de soutien? Oui, et je pense qu'il faut que tout le monde adhère parce que autrement ça peut être interprété comme bon, il faut qu'on règle le problème des femmes. Mais en fait, c'est pas régler le problème des femmes, c'est dire ça va être positif pour tout le monde. Cela va améliorer l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle pour tout le monde. Et quand vous dites cela, c'est plus facile pour les personnes d'accepter ce genre de message plus positif. Une dernière question. Alors, c'est pas un spoiler, hein, mais je voulais vous dire que cet après-midi, nous allons aborder la question des quotas et de voir comment ça peut avoir un effet boomerang de temps en temps. Oui, ma question, ben, on y a déjà répondu dans grande partie. Je voulais revenir sur ce sujet d'inclusion, ce qui a été abordé par le docteur Taleb et le docteur Resmond, qui disaient que ce sentiment de se sentir inclus est très important. Et c'est vrai, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous avons des classes pour les femmes et on parle beaucoup de augmenter le nombre de femmes dans telle ou telle institution. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de se dire que, ok, des hommes vont dire, ok, c'est pas légitime, ces personnes ne devraient pas être là et sont là uniquement parce que ce sont des femmes. Et vous avez répondu à ma question en disant il faut augmenter la communication au sein des entreprises pour bien montrer que, en fait, c'est simplement rétablir un équilibre. Mais pourriez-vous nous montrer comment est-ce que l'on peut mieux communiquer autour de tout cela en disant, enfin, vous auriez pu parvenir à cela sans tel ou tel cours, mais le cours vous permet de rééquilibrer les choses. Oui, ce que je peux vous dire, c'est de revenir à notre moniteur dont je vous parlais tout à l'heure, parce que on l'a mis en œuvre avec de très nombreuses entreprises. Et là, on demandait aux personnes, est-ce que vous vous semblez similaire ou différent de vos collègues? Et beaucoup de gens disaient, je me sens différent. La question suivante était pourquoi? Et une petite partie de ces personnes ont dit, parce que je suis le seul homme ou la seule femme, ou parce que je suis le seul noir, ou voilà. Donc, outre ces différences physiques qui font partie de la politique diversité des entreprises, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a aussi un grand nombre de personnes qui disent je me sens différent parce que je suis le seul, la seule à aller à l'église toutes les semaines ou à avoir des opinions politiques différentes. Donc, toutes les raisons pour lesquelles les gens se sentent différents, qui ne sont pas forcément reconnus et qui ne sont pas inclus dans les politiques diversité des entreprises. Donc on travaille avec les entreprises en disant, écoutez, vous ne devez pas mettre en place des politiques pour tel ou tel groupe bien ciblé et
ce qui va faire tout le monde se sentir très nerveux à chaque fois que vous en publiez une. Non, il faut oublier ces groupes cibles, mais travailler sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment de ne pas faire partie de l'entreprise, qui se sentent différentes, et peut-être devriez-vous être plus attentif à créer un espace de travail où il est possible d'être différent et où les gens se sentent accueillis, se sentent légitimes et pensent qu'ils ont le droit de faire des erreurs. Donc, si vous réussissez à mettre cela en place, cela va éliminer une grande partie des inquiétudes que vous venez de soulever. Je pensais que vous alliez dire que quelquefois, le problème est que d'avoir des cours pour aider les femmes attire l'attention sur le fait que les femmes ont besoin d'aide et on perpétue cette idée selon laquelle elles ont besoin d'une aide particulière. Donc il faut changer les choses. Donc en anglais, on dit quand vous avez un tuyau qui fuit, faut pas blâmer le tuyau. Et c'est vrai, mais avec ces initiatives, sans doute est-on en train de perpétuer le fait que les gens pensent que les femmes ont besoin d'une aide particulière. Alors, je ne dis pas que ce ne soit pas le cas quelquefois. Quand il y a un recrutement qui est biaisé, évidemment, il va falloir travailler là-dessus plutôt que de changer de dire je vais changer les critères pour les femmes parce que c'est pas le bon message à mon avis.